Bonjour et bienvenue dans ce module de e-learning sur les alliances innovantes qui s'inscrit dans le cadre de la plateforme l'innovation territoriale en action. Dans le cadre de ce module, nous vous proposons d'éclairer les enjeux et les pratiques des alliances aujourd'hui. Nous vous proposons 4 temps. Le premier, c'est de redéfinir brièvement de quoi s'agit-il lorsque l'on parle d'alliance. Le deuxième point, c'est finalement quel est le mouvement de co-construction du bien commun qui s'inscrit depuis une dizaine d'années aujourd'hui en France et à l'international. Troisième point, quels en sont les impacts concrètement, pourquoi est-ce que ce mouvement se développe. Et quatrième point, finalement, comment faire alliance, quelles sont les bonnes pratiques pour cheminer conjointement. Premier point, finalement, quelle en est une rapide définition? L'alliance, c'est la volonté conjointe de co-construire une solution commune pour répondre à un enjeu partagé. Autrement dit, il ne s'agit pas simplement d'être dans ce que l'on appellera un contrat échange, qu'est-ce que je reçois, qu'est-ce que je donne, mais bien dans une logique alliance, qu'est-ce qu'on produit ensemble. Et dans ce cadre-là, finalement, c'est un changement de posture. Dans le contrat échange, on est dans le face à face, alors que dans le contrat alliance, on est dans le côte à côte. Cet e-module partira du principe que nous traitons essentiellement de la question des partenariats stratégiques qui ont pour vocation d'être dans ce type d'alliance dont l'objectif est de co-construire des solutions. Alors, le mouvement de co-construction du bien commun. En fait, c'est un concept qui est en émergence depuis une décennie et qui a trouvé très concrètement son moment finalement au plan international où il a été reconnu. C'est en septembre 2015 à l'occasion de la signature des objectifs du développement durable. Puisque, contrairement au programme de l'ONU précédent, il ne s'agit plus seulement pour les pays riches de savoir comment aider au développement les pays pauvres, mais bien de réfléchir ensemble comment conjointement l'ensemble des pays du monde réfléchissent aux défis de société, aux défis mondiaux de la planète auxquels nous sommes collectivement confrontés. Cet changement de paradigme est un élément déterminant. En France, à la même période, il est intéressant de constater que 76% des maires considéraient que leur territoire était déjà entré dans une dynamique de co-construction entre les collectivités territoriales, les associations d'intérêt général, les acteurs économiques d'un territoire, voire en impliquant aussi des acteurs comme les acteurs académiques du territoire. Donc cette démarche de construire ensemble des solutions adaptées aux besoins actuels est une démarche qui se constate empiriquement. Mais à la même époque, les maires nous disaient, pour 46% d'entre eux, mais nous ne savons pas exactement comment faire. Cette démarche, elle émerge, elle est de plus en plus constatée sur le territoire, sans qu'elle ait été concrètement prédéterminée ou précadrée. Et c'est en cela que c'est extrêmement intéressant parce qu'il s'agit vraiment d'une pratique des organisations pionnières. Troisième point finalement de constat, si on se place non plus au niveau international avec les objectifs de développement durable, au niveau des territoires avec la question de la vision des maires en France, mais au niveau des organisations, des associations et des entreprises, il est intéressant de constater que 38% des entreprises d'une part et 53% des associations employeuses d'autre part ont développé des relations partenariales. Et il est aussi intéressant de constater qu'on voit une évolution, à la fois une progression en nombre de ce nombre de partenariats, qui correspond aujourd'hui à 1,2 million de partenariats, mais aussi en typologie de partenariats. Historiquement parlant, on était essentiellement sur des partenariats de solidarité. Comment aider un projet d'intérêt général? On les a vus évoluer vers des partenariats de bonnes pratiques. Comment améliorer les pratiques? Comment finalement aller vers quelque chose de plus respectueux des hommes et de la nature? Et aujourd'hui, on est dans une troisième ère qui est celle réellement de l'innovation.
comment innover ensemble. Donc on voit bien que ce soit d'un point international jusqu'à un point en France au niveau des organisations, cette démarche d'alliance innovante est en train progressivement de devenir une règle générale pour toute organisation. La question que nous pouvons nous poser, c'est finalement au service de quoi? Quel est l'impact de ces alliances innovantes au service du bien commun? Les travaux de recherche du Rameau ont qualifié 3 natures d'impact complémentaires. Le premier, très clairement, c'est renforcer la performance des organisations qui s'engagent dans ces partenariats. Que l'on soit une association, pour renforcer notamment les moyens de son modèle socio-économique, que l'on soit une entreprise, notamment pour incarner concrètement les politiques de responsabilité sociétale d'entreprise, et particulièrement sur les territoires, que l'on soit une collectivité territoriale, finalement, pour pouvoir co-construire des politiques publiques locales, ou que l'on soit l'État qui de plus en plus s'appuie sur un dialogue structuré pour pouvoir inventer, à partir de l'expérience des pionniers, de nouveaux dispositifs publics. Le deuxième élément d'impact est celui de l'innovation. Que cette innovation soit territoriale ou, à plus grande échelle, sociétale, la capacité d'organisation de nature extrêmement variée, aux modèles de fonctionnement très différents, permet d'être créatif, permet finalement de regarder la même question sous un angle différent. Bien évidemment, si nous prenons par exemple l'exemple de l'insertion, eh bien, il est évident que si on se place du point de vue de la structure d'insertion par l'activité économique, si on se place du point de vue de la collectivité territoriale, de l'État, ou si on se place du point de vue d'une entreprise prête à s'engager pour employer des personnes en situation de fragilité sociale, eh bien, on voit bien que, quelque part, le prisme d'appréhension de cette insertion va être extrêmement différent. Et donc, la richesse de ces nouvelles alliances, c'est aussi de pouvoir inventer de nouvelles solutions en mobilisant des compétences complémentaires pour pouvoir, finalement, mener des projets d'innovation. Et tous les travaux sur l'innovation sociétale qu'a conduit depuis une dizaine d'années le Rameau confirment que cette complémentarité des regards permet concrètement de passer finalement d'une capacité à expérimenter quelque chose d'innovant jusqu'à la capacité à réfléchir collectivement comment déployer à grande échelle cette innovation. Troisième impact que l'on peut constater de ces alliances innovantes, après la performance des organisations impliquées et l'innovation que crée cette rencontre, c'est la question de la confiance. La question de la confiance, qu'elle soit individuelle, par la démultiplication de l'envie de s'engager dans des projets communs au service du bien commun, et notamment quand ils s'incarnent sur un territoire, très concrètement, et pour les publics les plus fragiles, mais aussi qu'elle soit collective, et notamment dans la question de la co-construction territoriale. Autrement dit, on voit bien que sur les territoires, les personnes, les organisations, finalement, qui décident de partir des enjeux communs pour travailler ensemble, pour trouver des solutions concrètes ensemble, eh bien finalement créent une confiance collective. Je vous invite, si cela vous intéresse, à lire le livre « L'alchimie du bien commun » de la Fondation pour la co-construction du bien commun qui traite spécifiquement au travers d'exemples inspirants de cette question de la confiance. Performance, innovation, confiance, voilà bien les 3 impacts très concrets de ces alliances innovantes. Posons-nous la question maintenant de comment faire. Comment faire? Eh bien, finalement, 3 points essentiels, 3 facteurs clés de succès. D'abord, pour engager un dialogue constructif, il faut particulièrement bien comprendre quel est l'objectif de chacun des acteurs. Si on prend l'exemple des relations association-entreprise, les travaux de recherche du Rameau ont permis de qualifier ce que l'on a appelé le carré magique, le carré des objectifs.
Est-ce que je le fais plutôt dans des enjeux de mobilisation, qu'elle soit mobilisation de compétences internes ou de dialogue avec les parties prenantes externes? Est-ce que je le fais plutôt dans des enjeux de performance, que ce soit en termes d'innovation ou en termes de performance économique? Eh bien, vous pouvez voir sur le schéma ci-contre que, quelque part, les objectifs des associations et les objectifs des entreprises relèvent de démarches spécifiques, mais néanmoins cohérentes et convergentes. Et la question qui est clé, c'est de pouvoir parler, échanger sur ses propres objectifs pour être certain de trouver le modèle de partenariat adapté à la relation que l'on souhaite engager. S'il s'agit de mettre à disposition des moyens au projet d'intérêt général, ça ne sera pas du tout la même logique que s'il s'agit d'inventer ensemble une solution. Dans un cas, on met des moyens, dans l'autre, on est vraiment dans une action commune. S'il s'agit d'améliorer les pratiques sur un sujet, comme le handicap, l'environnement ou l'insertion, ça ne sera pas la même logique que s'il s'agit de co-développer une offre commune. Et on voit bien dans le schéma des 4 catégories de partenariat, mécénat, innovation sociétale, pratique responsable, coopération économique, que quelque part, il est important que les partenaires aient bien déterminé le pourquoi ils travaillent ensemble. Donc le premier point, c'est d'avoir un dialogue qui permet de clarifier les objectifs et le type, bien évidemment, de partenariat dont il est question. Deuxième élément extrêmement structurant, c'est finalement comment piloter la relation du partenariat tout au long de son chemin. Très souvent, on voit un énorme effort au départ pour mettre en place le partenariat, pour le cadrer, et puis on se donne rendez-vous à l'évaluation pour dire qu'est-ce qu'il aura produit. En fait, ces démarches qui ne sont pas suivies dans le temps risquent à un moment donné de pouvoir diverger de chemin entre les partenaires sans que aucun des deux n'ait pu finalement s'en apercevoir. Donc il est très important de savoir quel est le rythme et le rite qui se met et s'établit entre les partenaires pour être certain que le chemin parcouru correspond bien finalement à l'objectif de l'un et de l'autre et surtout à ce que les deux partenaires vont produire ensemble. Troisième élément, donc engager un dialogue constructif, piloter dans le temps cette relation, mais c'est aussi d'évaluer les relations partenariales en prenant en compte qu'est-ce que ça apporte pour chacun des partenaires impliqués, mais aussi qu'est-ce que ça apporte collectivement et notamment pour le territoire dans lequel cela s'inscrit. Cette démarche d'évaluation partenariale est illustrée par le nouveau référentiel pratique partenariale, justement pour faire l'état des lieux de cette capacité à agir ensemble. Voilà en synthèse, finalement, les éléments que l'on peut retenir à la fois sur la définition, le mouvement à l'œuvre sur nos territoires de ces dynamiques partenariales, sur comment faire alliance. Pour aller plus loin, nous vous proposons de pouvoir à la fois consulter les outils d'autodiagnostic, tant pour les entreprises, autodiagnostic RSE et partenariat, que pour les associations sur l'autodiagnostic des politiques partenariales, que vous trouverez sur la plateforme L'innovation territoriale en action. Et si vous voulez avoir une boîte à outils pleinement adaptée à vos besoins, vous pourrez aller sur le centre de ressources numériques Partenariat stratégique, où vous trouverez tout un ensemble d'outils, d'exemples, de démarches qui vous permettront de pouvoir agir efficacement. Merci d'avoir suivi ce module de e-learning.